Bonjour, bienvenue à La Justice entre nous. Mon nom est Serge Hébert. Cette semaine, on poursuit avec Maître Anne-Marie Dion, avocate criminaliste. Maître Dion, bienvenue. Merci. En fait, bienvenue à nouveau, parce que la semaine dernière, on a un peu abordé de façon assez générale votre domaine du droit. Cette semaine, vous nous parlez de quoi? Bien, en fait, j'aurais aimé qu'on aborde l'aspect de la délinquance, parce que la semaine passée, on s'est parlé de tout ce qui était au niveau adulte, en fait, chambre criminelle adulte, des procédures de base et tout ça, mais au niveau de la délinquance, c'est un peu différent. Okay. Vous n'avez pas eu notre réalisateur là, pour la délinquance? Là. Ah non! Pas que je sache. Il va m'aimer, il va m'aimer. Il va couper la section. Bon, blague à part, délinquance, on parle donc de jeunes de... Bien, en fait, c'est de 12 ans à l'âge de la majorité, donc à 17 ans, Puis avant 12 ans, un jeune de 10 ans qui est vraiment pas gentil. Qui commettait un crime, en fait, on vient dire que disons, c'est une question de maturité, donc on ne peut pas lui imputer de responsabilité criminelle à ce moment-là. Vous avez des enfants qui ont moins de 12 ans, ils n'écoutent pas l'émission. Oui. Ça pourrait leur donner des mauvaises idées. En fait, c'est ça. C'est la loi qui existe s'appelle la loi sur le système de justice pénale pour adolescents. Et c'est des critères un peu différents là, que ceux du Code criminel. Oui, parce que, bien, pas il me semble, je sais qu'on va, de temps à autre, on va entendre parler, selon la gravité, qu'on va, je ne sais pas si c'est déférer ou référer au tribunal des adultes. Par exemple, je ne sais pas, un jeune de 17 ans qui aurait posé un geste, un ou une. On va parler d'assujettissement. Assujettissement. C'est le mot assujettissement. On va dire qu'un jeune va, dans le fond, le poursuivant, donc le procureur de la Couronne, va demander à la Cour un assujettissement à une peine adulte. Ah bon, d'accord. C'est comme ça que ça va être dit. Alors, je vous écoute. Donc, 12 ans... Comment ça fonctionne? Ouais, donc, notre jeune se fait arrêter par les policiers. Il y aura, exemple, une promesse de comparaître, là, comme on en a parlé au premier épisode. Et en fait, le système de justice fonctionne un peu différemment, c'est-à-dire qu'on va laisser des chances à l'adolescent beaucoup plus que pour une personne d'âge majeur. Donc, il y a un premier processus où le policier lui-même peut faire usage d'une certaine discrétion. Donc, avant même d'amener le dossier au procureur des poursuites criminelles et pénales, il peut décider de laisser une chance à l'adolescent et de référer son dossier, en fait, dans un système qu'on appellera extrajudiciaire. Et c'est, nous, ici au Québec, c'est le directeur de la protection de la jeunesse là, qui s'occupe de ça, donc le DPJ. C'est un volet qui est délinquance. Donc, on ne parle pas de la DPJ avec travailleurs sociaux qui interviennent dans les familles pour des motifs de compromission. Là, on va parler vraiment de gens, généralement des criminologues, qui sont spécialisés en délinquance. Donc, le policier peut amener le dossier directement dans ces bureaux-là et l'adolescent et ses parents vont recevoir une lettre pour leur dire qu'ils bénéficient d'un système des sanctions extrajudiciaires, c'est comme ça qu'on appelle ça, et il va se présenter au bureau de la DPJ pour rencontrer le criminologue en tant que tel. Justement, si par exemple, je prends un cas hypothétique là, de vol à l'étalage. Oui. Bon, mon enfant, ma fille, mon garçon, 15 ans, 16 ans, fait comme un vol à l'étalage, pas d'antécédent, pas connu des policiers, un trip de jeunes là, de sexite, là, puis on réfléchit pas, puis on pose le geste, puis on se fait arrêter. Qu'est-ce qui va se passer? Promesse de comparaître ou... Okay, bien, en fait, ça dépend des situations. C'est là où le policier va faire usage de discrétion. Le policier, d'une part, quand il va amener l'adolescent au poste de police, il doit lui permettre d'appeler, un avocat, mais aussi un de ses parents. Donc, le jeune va avoir un formulaire là, où on va lui dire « Tu comprends que tu peux appeler un de tes parents, est-ce que tu veux, oui ou non, bon, etc. » Même chose pour l'avocat. Donc, généralement, l'adolescent va dire « oui ». Je dirais dépendamment de l'âge, peut-être, là, ou de son lien avec son parent. Ça, mais habituellement, ils vont dire oui. Et le parent va être appelé. Parfois, même, le parent va se déplacer au poste de police pour être présent lorsque son adolescent va rencontrer les policiers. Oui, puis là, je parle vraiment de
d'un jeune ou d'une jeune qui n'a pas d'histoire. Non, qui n'a pas d'histoire, puis qui a fait une... C'est ça. Et dépendamment de ce que le québécois, jeune... une niaiserie, ouais. là. Bon. Dépendamment de ce que le jeune va dire ou comment il va se comporter avec les policiers, il peut arriver, exemple, le policier voit que le parent va mettre une conséquence, il voit, bon, qu'il y a une certaine autorité à la maison, que c'est une affaire d'une fois ou que le jeune a été influencé par d'autres à ce moment-là, bien là, il va dire, parfait, moi, je vais te laisser une chance. Et là, il va l'orienter vers le DPJ, comme j'expliquais tantôt. Sinon, le policier peut décider de ne pas user de cette discrétion-là, puis donner quand même une promesse de comparaître aux jeunes. À ce moment-là, c'est le processus que j'ai expliqué la dernière fois. Donc, le dossier va se retrouver sur un bureau de procureur de la Couronne qui est spécialisé en délinquance, en fait, donc qui travaille dans cet aspect-là de la loi. Et le procureur, lui aussi, peut prendre la décision de ne pas accuser le jeune et de le référer au système de sanctions extrajudiciaires à ce moment-là. Alors, encore une fois, le jeune et les parents vont recevoir une lettre qui vont guider le jeune vers cette autorité-là, donc vers le DPJ. Il faut savoir que quand le jeune accepte, il n'est pas obligé d'accepter. Le jeune, c'est écrit dans la lettre, on va lui dire, donc, vous pouvez consulter un avocat pour vous assurer là, de votre choix, mais vous n'êtes pas obligé. Pour que le jeune soit accueilli dans ce système-là, il doit reconnaître l'infraction et reconnaître les faits. Alors, si c'est le cas, suite à une consultation avec un avocat, bien, l'adolescent peut accepter. Quand il va faire cette rencontre-là, il va avoir des sanctions. Donc, il va en avoir une conséquence pour ce qu'il a fait. C'est de l'ordre de travaux compensatoires, là, travaux communautaires. On peut parler aussi de, exemple, s'il y avait une victime, on pourrait parler de médiation avec cette victime-là, si elle est d'accord. Oui, exemple. Effectivement, faire des lettres d'excuses aussi. Aller faire des petites formations sur, disons, des capacités, des habiletés sociales, je devrais dire. Donc, on peut parler de gestion des émotions, gestion de la colère, des choses comme ça. Il peut y avoir des petits ateliers auxquels il participe. Quand la sanction est bien exécutée par le jeune, à ce moment-là, il n'y a pas d'accusation de portée, le dossier va tomber. Est-ce que, à votre expérience, là, je ne parle pas de délinquant, je parle d'un jeune, d'une jeune qui a posé un geste là, irréfléchi ou qui n'a pas pensé aux conséquences. Oui. Est-ce que le système fonctionne? Est-ce que les jeunes, ils ont leur leçon, puis ils n'ont pas aimé... probablement juste se faire arrêter et amener au poste, ça doit être c'est un déjà peu assez marquant, effectivement. Ouais. Pas traumatisant, mais marquant, j'aime bien le mot. J'ai pas de statistiques à l'appui, mais je crois comprendre effectivement que ça fonctionne. Pour en avoir vu passer dans mon bureau et ne jamais revenir, alors j'en ai compris qu'ils ont eu leur leçon, en fait. OK, c'est ça l'idée, là. Oui, effectivement. Dites-moi, justement, quand... les jeunes, je vais les appeler les jeunes, ils ont le droit d'appeler un avocat. Est-ce que c'est aux frais du parent ou qui va vous rémunérer si mon jeune vous appelle ou ma fille vous appelle? Vous êtes au poste. Pour que je le représente, parce qu'il y a 2 étapes. Il y a le volet du poste de police, là, c'est gratuit absolument. D'accord. OK? Donc, c'est le service, on va appeler ça l'aide juridique, là, mais c'est un service où les avocats offrent cet appel-là gratuitement. Après, il y a le volet où là, le jeune sait qu'il va devoir passer à la cour, il y a sa promesse de comparaître. Donc, c'est sûr qu'au bureau, on va se mettre à le représenter. Effectivement, pour ce qui est des honoraires, c'est l'aide juridique qui va, souvent, c'est l'aide qui va juridique. payer. Oui. Peu importe le... à moins, ça devient un peu plus compliqué si le jeune travaille. Donc, du moment où le jeune va à l'école et que c'est ses parents qui subviennent à ses besoins, l'aide juridique va couvrir peu importe le type d'infraction. Par contre, si le jeune a 17 ans, un emploi à temps plein, ne va plus à l'école, est en appartement, là, il faut faire une évaluation de son dossier avec l'aide juridique. Au civil, on dirait un mineur émancipé. Il a le droit de signer des contrats. Donc, exact. Il va assumer les conséquences de son geste. Donc, je comprends que notre système québécois favorise la réhabilitation, te poser un geste réfléchi la prochaine fois, puis essaie pas de voler un livre ou du maquillage ou peu importe. Exact. Puis il faut savoir aussi, parce que je vous parlais de sanctions extrajudiciaires avant de passer à la cour, mais c'est aussi possible de le faire un coup qu'on est devant le tribunal. Donc, quand moi, je vais représenter l'adolescent, on va se présenter à la cour, on va plaider non coupable, on va recevoir le dossier, je vais le rencontrer au bureau pour lui lire la preuve. Si je vois qu'il reconnaît les faits, à ce moment-là, je vais m'adresser au procureur de la Couronne, évidemment dans le privé, dans une rencontre, pour lui proposer de faire en sorte que mon jeune puisse aller en sanction extrajudiciaire. C'est discrétionnaire, donc c'est le procureur qui prend la décision, mais lorsqu'on apporte certains arguments, il n'est pas rare que les procureurs acceptent. Alors, on va se représenter devant le juge éventuellement
pour demander au juge de référer l'adolescent au processus des sanctions extrajudiciaires. Et là, ça va se faire. La différence, c'est que le dossier va revenir à la Cour quelques mois plus tard, où là, on aura un rapport de l'exécution des sanctions. Et si les sanctions ont été bien exécutées, le juge va ordonner le rejet des accusations à ce moment-là, ce qui fait que moi, ensuite, je peux demander, parce qu'il peut arriver que les adolescents doivent donner leurs empreintes digitales. Alors là, on peut demander au poste de police d'effacer les empreintes, les photos, toute trace de passage à la cour. Justement, là, qu'on dise, OK, tu as fait un geste, tu étais mineur, c'est beau, tu n'as rien fait. Est-ce que si le jeune revient, il devient délinquant, là, un habitué, est-ce que les dossiers peuvent ressortir quand il est majeur? Quand il est majeur, on voit qu'il a eu ce processus-là. Donc, il est déjà passé en chambre jeunesse, qu'il a peut-être eu une sanction extrajudiciaire, un dossier en chambre jeunesse, mais on ne peut pas, comme argument à la Cour, l'utiliser comme un antécédent judiciaire. Bon, donc, quand on va parler de gravité des sanctions, gravité des peines, on ne peut pas se servir de ça comme un antécédent judiciaire à proprement parler, mais c'est sûr que ça dépeint... Ça teinte. Oui, c'est ça. Ça donc, teinte ça teinte un peu le portrait de la personne à ce moment-là. Ça a l'air de quoi? Je m'excuse de dire ça comme ça, mais je répète, moi, je suis comme vous, là, tous les citoyens, je me demande de quoi ça a l'air, les sentences. C'est une tape. Souvent, les gens font une blague d'une tape sur le doigt, une tape sur les doigts, puis ils recommencent plus. Bon, ça, c'est la première fois. Moi, je pense que je suis d'accord pour dire on laisse une chance au coureur si c'est pas grave, là. Il n'a pas battu quelqu'un à mort. Ou battu quelqu'un, mais ça a l'air de quoi, les sentences? Ça peut en ressembler délinquance, je vous dirais qu'on va parler de peines spécifiques. C'est comme ça que c'est nommé. Il y a plusieurs catégories. Comme aux adultes, on peut parler d'absolution, on peut parler d'absolution conditionnelle, on peut parler de probation. Une probation, ça veut dire quoi? Une probation, c'est des conditions auxquelles le jeune va être soumis. Évidemment, c'est en fonction de son âge et de sa vie personnelle. Donc, exemple, si le tribunal a devant lui un jeune qui n'est pas mobilisé, qui ne veut pas se trouver d'emploi vraiment, que l'école, ça ne l'intéresse pas trop, mais il pourrait avoir une condition qui le force à aller soit à l'école ou à se trouver un emploi et à le maintenir, par exemple. Donc, ça va... Le juge, le tribunal va avoir la possibilité, dans ces conditions, d'aménager une sentence qui s'adresse aux jeunes et qui peut faire en sorte de l'aider à se sortir de son milieu là, dans lequel il est plongé ou de ses habitudes de vie qui sont peut-être pas très saines dans les faits, qui ont fait en sorte qu'il a commis des infractions. Donc, il y a ce genre de peine-là. On peut parler de travaux bénévoles aussi, qui est une peine à proprement parler. Il peut y avoir des amendes, des dons à effectuer. Ça va ensuite jusqu'à la mise sous garde. La mise sous garde, c'est l'équivalent de la prison pour les adultes. Au niveau mineur, il y a la mise sous garde qu'on va appeler différée. Donc, une mise sous garde différée, c'est un peu comme pour un adulte faire la prison à la maison. Alors, c'est une sentence de détention, donc de mise sous garde, mais chez ses parents ou, chez son parent gardien dans les faits. Est-ce que c'est comme dans les films? Est-ce qu'il y a un bracelet beeper? Non. Non, mais un choc électrique? Il y a un agent qui surveille quand même. Donc, l'adolescent a des comptes à rendre. Les parents vont souvent être les premiers gardiens surveillants, donc ils auront des comptes à rendre aussi. On va évaluer les parents, j'imagine, aussi. Oui, effectivement. On va s'assurer que les parents, dans le processus, sont capables aussi de faire ça, là, de le faire comme il faut. Sinon, il y a la mise sous garde en centre jeunesse également. Donc, ça va... Tantôt, j'ai parlé de l'absolution. L'absolution, c'est une sentence qui fait en sorte que le jeune n'aura pas de casier judiciaire. Donc, ça part de là jusqu'à l'extrême qui est la mise sous garde. La mise sous garde, on a entendu beaucoup l'an dernier des critiques. Je pense que c'était particulièrement, je m'excuse pour eux, là, mais lié à un centre jeunesse à Laval. Mais en tout cas, peu importe là où il était là. Oui. Et je crois me souvenir que... Ou peut-être j'avais mal compris, mais je pense pas que j'avais mal compris. On parlait de... Les portes ne pouvaient pas être barrées, fait que les jeunes filles sortent. Mais en fait, cette situation-là, c'est que c'est les mêmes centres jeunesse. Il faut comprendre qu'un établissement, un centre de réadaptation, ça comprend
le volet délinquance, mais le volet protection de la jeunesse. Ah bon, d'accord. Aussi. Donc, les jeunes filles, elles, étaient sous le couvert de la loi sur la protection de la jeunesse et eux, les portes n'ont pas le droit d'être barrées. OK, ils sont pas incarcérés. Non, là. effectivement. Ah, d'accord. Tandis que les jeunes qui font de la mise sous garde, eux, les portes sont barrées, là, sont en détention. Je trouvais qu'on était pas mal gentils avec... Non, OK, c'est ça la différence. Là. Oui. Donc, cas de protection, ils ne sont pas emprisonnés. Non. On est là pour essayer de les aider de... C'est ça. J'ose pas dire reprogrammer, mais réorienter. De les réhabiliter. Réhabiliter, effectivement, j'aime le mot. oui. Mais c'est... dans l'aspect de la protection de la jeunesse, il y a deux sortes de garde en établissement. Bien, garde en établissement, c'est pas un beau mot, là, mais il y a deux sortes d'hébergement en centre de réadaptation, qui est l'hébergement. Parfois, le jeune peut se retrouver en hébergement intensif. On va parler d'un cadre intensif. Et là, il n'a pas le droit de sortie. Là, il est surveillé, il doit être dans sa chambre dans certains moments. Il peut sortir qu'à d'autres parce que, bon, il aura fugué, il aura mal agi au centre. Il y a une situation où il peut se mettre en danger. Alors là, il sera protégé de manière plus intensive. Autrement, les adolescents sont dans le centre. Effectivement, ils peuvent sortir à l'extérieur. Ils peuvent aller voir leurs parents les fins de semaine. Il y a toutes sortes de façons, de modalités. Mais oui, il n'est pas rare que les jeunes prennent la porte et la poudre d'escampette durant quelques jours. Mais ça, c'est vraiment avec la DPJ. D'accord. Donc, oui, c'est ça. Là, je comprends plus parce que je me disais qu'il y avait quelque chose qui me manquait. Là. Ah non, alors, on a réglé ça aujourd'hui, c'est fait. cette histoire-là. Je ne sais pas si... on parle des adultes. Est-ce que c'est un peu la même chose? Ou je ne sais pas si vous avez d'autres choses à nous... Par rapport à la jeunesse ou au motif d'arrestation, par exemple. Est-ce que c'est différent? Je dois peut-être aborder je marche sur la rue, il est 2 heures du matin. Bon, c'est vrai qu'on a le droit de marcher quand on veut, surtout si on est insomniaque, mais je suis habillé en sombre. Les policiers viennent d'avoir un appel. Quelqu'un de louche dans la région. Le policier me voit. Comment ça devrait, selon un criminaliste? Puis là, je veux pas... J'en veux pas aux policiers, là. C'est pas ça l'objectif. Ils font leur travail. On est bien contents comme citoyens si quelqu'un vient rôder dans le coin. Comment ça va se passer? Là, je vais exagérer en pensant qu'on est dans certains États américains. Ils vont me prendre par le collet, ils vont me rentrer dans la voiture, puis là, ils vont poser des questions. C'est pas comme ça que ça se passe au Canada, heureusement. Non, effectivement. Mais en fait, les policiers doivent respecter la Charte canadienne des droits et libertés. Dans cette charte-là, il y a des dispositions qui viennent dire qu'on doit respecter, d'une part, la façon d'intercepter une personne, d'arrêter une personne, de fouiller une personne, de perquisitionner une personne également. On doit respecter son droit à l'avocat aussi. Donc, exemple, dans l'exemple que vous donnez, le policier, lui, lorsqu'il intercepte une personne sur la voie publique, qu'elle soit en véhicule, à pied, en vélo, etc., mais il doit se présenter, il doit lui dire pourquoi il l'intercepte, donc pourquoi il la rencontre. Il doit aussi, lui, faire valoir qu'il a le droit de contacter un avocat à tout moment là, dans ce processus-là. Donc, si je reviens à mon exemple. Je prends une marche autour du parc, je suis bien enfoncé, il est 2 heures du matin. Si je suis policier, je peux me dire, ouais, c'est bizarre. Bon, il a le droit. Alors, si c'est vous, je m'approche de vous. Oui. Bien là, il va voir mon autopatrouille, disons. Il va comprendre que je suis policier. Oui. Alors, bonsoir, madame. Peu importe, là, je veux pas... je m'identifie, je vais dire, écoutez, on vient d'avoir une plainte pour un rôdeur. Avez-vous vu quelqu'un? Bon, je pose un peu des questions comme ça. Puis là, si je lui dis, j'habite au coin là, je fais de l'insomnie ou je travaille de nuit, puis là, je vais prendre une marche. Le policier va juger si ça... Mais si je me mets à bafouiller, par regarder partout, puis bon, là, c'est ça. Oui, là, on peut donner au policier un peu plus de matière. Donc, il peut commencer à avoir des soupçons, qu'on est peut-être un peu plus louche que ce qu'il pensait au départ, effectivement. Et là, peut pousser un peu son enquête. Parce que... Bon, il y a un moment donné, j'imagine, une ligne qui se tire à dire, j'utilisais le mot enquête, là, je pose des questions, c'est normal. Je pense que les citoyens peuvent dire c'est normal qu'il pose des questions, il fait son travail ou elle fait son travail. Mais là, à un moment donné, je commence à être louche. Où est la ligne entre, je ne sais pas si je vous arrête ou je veux le monter dans la voiture, il y a une ligne qui se trace? Il y a 2 étapes, en fait. Il y a l'étape où le policier, mène un peu une enquête. Donc, exemple, il y a un vol de voiture qui a été commis, il le sait.
il intercepte une voiture qui ressemble à celle qui a été décrite. Alors, il va aller s'approcher du conducteur à ce moment-là, il va lui expliquer les raisons de son interception et à ce moment-là, va commencer à questionner un peu la personne. Effectivement, il peut pousser son enquête à ce moment-là. Là, la personne, on va parler qu'elle peut être détenue pour fin d'enquête. Donc, le policier, à ce moment-là, a des soupçons, a des raisons de croire qu'elle est peut-être mêlée à une infraction criminelle. Quand la personne arrive à un stade où elle sait qu'elle ne peut pas quitter, donc psychologiquement, on sait que là, le policier a de l'autorité sur nous, faut faire attention à ce qui va se passer. Je ne peux pas m'en aller quand je voudrais m'en aller, donc c'est un peu une contrainte psychologique. On parle de détention pour fin d'enquête à ce moment-là. Le policier, évidemment, explique son motif de la détenir pour fin d'enquête et peut lui dire, vous avez le droit d'appeler un avocat, l'avocat de votre choix. Ça peut se faire à ce stade-là, effectivement. Si, au fil de la conversation ou de ce qu'il peut apercevoir dans le véhicule, des choses comme ça, il réalise que la personne est en train de commettre une infraction criminelle ou était sur le point de ou vient de la commettre, bien, à ce moment-là, le policier peut acquérir ce qu'on appelle des motifs d'arrestation et là, placer la personne en état d'arrestation. Donc, c'est vraiment 2 étapes. Lorsqu'il a des motifs suffisants pour arrêter la personne, mais là, il va recommencer un peu, il va lui dire, bon, bien, monsieur ou madame X, je vous arrête pour telle raison, vous avez le droit à un avocat, vous avez le droit de garder le silence, etc. Il va lire les droits à la personne. À 2 heures du matin, je me promène avec des outils de cambrioleur. J'ai beau dire que j'habite dans le quartier, ça n'exclurait pas que je pourrais être un voleur ou en train de débarrer une porte là, avec un... Oui, bien, c'est sûr qu'il y a le policier qui voit l'infraction se commettre à ce moment-là. Là, on ne parlera pas de tous les critères. Il a le droit d'arrêter la personne L'enquête sans sera pas trop mandat longue, d'arrestation, effectivement, parce qu'il voit qu'elle commet le crime. Et là, ensuite, il y aura l'aspect... généralement, les policiers vont emmener les gens au poste de police, mais ça ne se fait pas toujours. Ça peut se faire sur les lieux de l'infraction. Je parle... Les exemples qui viennent en tête, c'est souvent les possessions de stupéfiants, donc une possession simple de stupéfiants. Donc, exemple, un policier qui va voir quelqu'un en train de consommer et qui va avoir dans sa main, là, je donne un exemple très simple, pas compliqué, là, mais qui va avoir dans sa main effectivement de la marijuana, par exemple. Et bien là, il est en possession, le policier le voit, il est en droit d'arrêter la personne. Il peut arriver, parce que le policier a accès à quand même l'ordinateur, là, donc avec l'identité de la personne, va voir qu'elle est sans antécédents judiciaires, qu'il n'y a pas d'histoire particulière. Alors, il peut arriver que sur les lieux, il l'arrête, il la libère, il lui donne une promesse de comparaître et il la laisse quitter. Pas obligé d'aller au poste de police nécessairement. Degré de gravité, là. Oui, effectivement. Donc, c'est à la discrétion du policier en fonction du contexte. Évidemment, il y a tout l'aspect du droit à l'avocat qui sera à vérifier à ce niveau-là. Donc, est-ce que dans la rue, on a pu permettre à la personne de parler à un avocat en toute confidentialité? Tout ça, il y a cet aspect-là. Mais disons-nous que tout s'est fait en bonne et due forme. C'est une façon de procéder. Si, par exemple, c'est... ben là, j'essaie de trouver un exemple qui serait pas trop grave au sens de la loi. Là, par exemple, j'ai des outils de cambrioleur. Bon... Non, probablement qu'ils voudraient m'amener au poste puis poursuivre. Qu'est-ce que tu fais avec, en français, une barre à jack dans ta main, des pinces, c'est sûr que dans ce genre de dossier-là, l'enquêteur, ensuite, qui est assigné au dossier, va peut-être essayer de voir si d'autres crimes où on n'avait pas identifié la personne pourraient se coller sur la personne qui vient d'arrêter. Fait que c'est sûr que c'est un autre processus. Je viens d'avoir il reste quelques minutes, là, mais... Justement, j'entendais récemment parler du fait qu'il semble y avoir une augmentation des, en français, home invasion, des invasions, les gens qui défoncent les portes pour rentrer pour des vols. Ça, c'est assez grave, je pense, comme... Oui. Ah oui, c'est très grave au sens du Code criminel, effectivement. En fait, le Code et les tribunaux viennent dire que... Ça laisse une grande crainte parce qu'on s'attaque à l'intimité même de la personne. Là. Donc, le policier entre dans l'intimité de la personne qui est... pardon, je m'excuse. Le contrevenant, en fait. Le contrevenant. J'allais dire le criminel, mais on ne le sait pas encore. Peut-être qu'il allait demander de l'aide. C'est ça. Bien, oui, donc la personne entre dans l'intimité de la victime à ce moment-là. Donc, c'est sûr que c'est un crime qui est passible d'une grande conséquence. Effectivement, on en entend parler de plus en plus ces temps-ci. C'est une infraction qui est très grave. C'est sûr qu'il y a toutes sortes de contextes. Je vous dirais que le contexte extrême est lorsque des gens s'introduisent la nuit,
quand les résidents sont présents et qu'il y aura usage de violence et de menaces à ce moment-là. Donc ça, c'est vraiment le contexte qui est le pire là, dans les faits, où on va attacher les gens, on va les séquestrer pour forcer voler. À donner les cartes, effectivement, là, on va les forcer à faire certaines choses aussi. Ça, c'est ce qu'on appellerait une introduction par effraction qui est, disons, extrême. Qui est aggravée. Oui. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote en terminant. J'étais... je ne veux pas nommer le pays là, pour pas que ça porte atteinte, mais j'étais à l'étranger, en Asie. Et mon ami m'invite à l'appartement qu'il occupe. Et là, on s'aperçoit que c'est comme un coffre-fort. Et c'est comme ça à plusieurs endroits. Les cadrages sont en métal. Puis quand je barre la porte, il y a des loquets en métal qui... Ça, c'est... je pense qu'on va se lancer dans la vente de ces portes-là au Québec parce qu'il y a une augmentation. Oui. Bon, alors, je vous remercie. Un jeune qui ferait ça, lui, il pourrait être, comment vous avez dit, pas déféré, vous avez assujetti. Assujetti à peut-être des plaintes. Ça dépend. En fait, il faut... Le critère, entre autres, de l'assujettissement, c'est de voir si... c'est au niveau de sa maturité par rapport à l'infraction également et voir s'il était un adulte, à quelle peine il ferait face. Donc, c'est très rare, un assujettissement pour une peine adulte. Il faut que ça soit dans mon temps, quand j'étais jeune, on disait ça, c'est un bum, là. Ça, c'est un délinquant reconnu. Puis il faut que le crime soit très grave, qu'il y ait de lourdes conséquences également, puis qu'on puisse dire qu'il n'éviterait pas l'incarcération s'il était adulte. Donc, le processus de réhabilitation qu'on veut engager au niveau des adolescents, il faut qu'il y ait des chances de réussite. Exactement. C'est pour ça qu'on va prioriser des peines dans la collectivité, des peines de soutien pour la famille et pour l'adolescent. Donc, on dit encore donner une chance, peut-être une dernière chance. C'est un petit écart de conduite. Ça va être réglé. Écoutez, c'est déjà tout. Je vous remercie beaucoup. On se revoit la semaine prochaine. On verra de quoi... Gardez-nous la surprise de quoi on va parler. Alors, mesdames et messieurs, revenez-nous la semaine prochaine et d'ici là, bonne semaine. Télévision du Haut-Richelieu.